7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Chers auditeurs, vous le savez, pour ce mercredi, je suis accompagnée de notre partenaire François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Bonjour François. Bonjour Liselotte. Et nous recevons aujourd'hui Oscar Freisinger, l'auteur d'Animalia, une analyse plutôt atypique puisque notre monde prend la forme d'une jungle peuplée d'animaux savants. Alors derrière les nombreuses comparaisons, une analyse atypique, oui, mais ô combien juste, et c'est pour en parler donc que l'auteur est parmi nous. Bonjour Oscar Freisinger. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien, merci à vous d'être parmi nous. Alors pour commencer, comment vous est venue l'idée de ce livre et de cette comparaison entre notre monde et une jungle ? Je me suis dit que chaque époque a eu ses dystopies. On a Aldous Huxley au début du XXe et ensuite George Orwell. C'était un peu le totalitarisme dur. Et il m'a semblé qu'il manquait une dystopie sur l'époque actuelle qui est quand même fascinante. Depuis le Covid, je pense qu'il y a une rupture dans notre société, dans l'évolution de l'histoire européenne. Et cette rupture sera un jour située par les historiens, en 2020. Parce que ça, on n'a jamais vu. On ne s'attendait pas à ce qu'on puisse basculer dans un totalitarisme doux aussi rapidement et de cette manière. Et donc, je me suis dit, ça mérite. Je m'énervais parce qu'on était confinés. Et puis, je m'emmerdais un peu parce que, faire des tours en montagne, ça allait un moment. Puis, j'ai commencé à écrire. D'abord d'une plume énervée, j'ai tout dû réécrire la première partie parce que j'étais trop énervé. Et je me suis dit, non, mais il faut faire un truc, si déjà il y a une décadence, qu'elle soit joyeuse. Donc j'ai utilisé l'humour comme arme, donc il y a la mise en abîme, c'est d'abord les animaux, bien sûr, parce que ça fait un reflet, donc on prend distance par rapport à la situation réelle, et puis à travers les animaux, on arrive à se reconnaître soi-même. Et puis ensuite, l'humour, le rire qui libère, et puis le jeu avec les mots. Parce que dès le moment où vous utilisez le verbe dans sa logique propre avec des néologismes, des jeux de mots, vous travaillez sur tout ça, sur le matériau verbal, vous arrivez aussi à créer une distance par rapport à l'illusion référentielle. C'est le principe de Bertolt Brecht dans ses pièces de théâtre. Vous utilisez le mot décadence. Ce livre, il se contente d'être une analyse ou est-ce que vous espérez que ce soit une étincelle et quelque chose qui réveille les gens et qui puisse peut-être changer le cours de l'histoire ? Non, ça ne peut pas être une analyse parce que c'est complètement déjanté. Donc Non, mais c'est très juste. Enfin, je trouve. Il y a ce côté très, très déjanté. Parfois même, on a du mal à comprendre. Et puis ensuite, en lisant les lignes qui suivent, tout s'éclaire. Mais néanmoins, c'est une analyse qui reste très, très claire de la situation actuelle. J'ai toujours été convaincu que le délire en littérature doit être structuré. Donc, le délire, c'est bien, mais c'est pas n'importe quoi. Donc, il faut quand même qu'il y ait une structure. Mais c'est quand même délirant. Non, mais il y a des scènes, la partouze de la deuxième partie, donc chez les animaux. Donc il fallait juste. Je crois que j'ai piqué un fou rire du début à la fin de l'écriture de cette scène, ou bien le lépi-lémur à pattes blanches qui distribue les cacahuètes virtuelles. Ouais. J'ai lu ça une fois à une équipe de banquiers. Ils se sont marrés comme des fous. Puis à la fin, il y en a un qui me regarde et puis qui dit en fait, on ne devrait pas rire parce que c'est vraiment ça. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Donc là, la mise en abîme a fonctionné. On doit rire ou pleurer finalement. Oui. François Bousquet. Bonjour Oscar, bonjour. Salut. Oscar Freisinger. Tout le monde vous connaît, ou devrait vous connaître, parce que vous êtes l'homme pour vous présenter. Et à Radio Courtoisie, on vous connaît, qui a dit non au minaret en Suisse, mais c'était en 2009. Oui. On connaît votre catogan, qui vous confère, pardonnez-moi, un petit air de Francis Lalanne helvétique. D'autant que vous chatouillez, je crois, la guitare, comme lui également. Quoi. Eh oui. Mais c'est surtout votre énergie qui est frappante, et qui est l'énergie d'un trublion. Vous étiez en 2009 le Suisse le plus célèbre à l'étranger, devant Roger Federer, à mon sens. Vous avez tous les deux un excellent coup droit, mais vous faites siffler autre chose que des balles de tennis. Et aujourd'hui, vous avez quitté la politique politicienne. Pourquoi ? Ce sera une question. Pourquoi l'avoir quitté ? Et avez investi le champ littéraire. En réalité, vous l'avez toujours investi puisque vous êtes un pur littéraire, un poète aussi à vos heures, pas qu'à vos heures. Mais pourquoi cette rupture avec la politique dans un premier temps ? Est-ce que la Suisse serait aussi irréformable que la France et qu'il faut passer par d'autres biais, celui de la farce, de la dérision, de la beauté, bref, du combat culturel
Oui, bon, il y avait aussi une raison de santé. Pourquoi je me suis pas relancé? Parce que j'ai des problèmes cardiaques. J'ai 13 stents et maintenant, depuis 6 semaines, j'ai 5 pontages. Alors, bon, ça fait un peu beaucoup. Donc, j'étais systématiquement en sous-oxygénation ces dernières années. Ça aide pas à aérer le cerveau. Bon, c'est encore étonnant que j'ai pu écrire Animalia dans cet état-là. Mais bon, il y a le côté santé, il faut quand même reconnaître. Et ensuite, j'avais sacrifié 20 ans de ma vie là-dedans au détriment de la vie familiale. Alors maintenant, je suis devenu un grand-père modèle. J'ai 5 petits-enfants. Il y avait ces aspects privés, et puis il faut quand même reconnaître une certaine lassitude parce que j'ai eu l'impression, à un moment donné, que ce casino, ce carrousel politique, il se répétait. C'était comme le kaléidoscope. Vous avez toujours les mêmes pierres, mais des configurations nouvelles. Mais c'est toujours les mêmes pierres. Et j'avais l'impression de tourner en rond. Et je me suis dit, non, il faut trouver un autre moyen de combat. Ça, c'est évidemment celui qui m'est le plus familier, c'est la littérature. Et puis j'ai essayé de trouver un moyen d'expression, parce que faire un essai de plus pour décrire la déchéance de la société, de la civilisation européenne, moi, il y en a déjà plein, beaucoup ont fait ça. Hein. Onfray fait ça, Zemmour, enfin tout le monde fait ça. Par contre... Houellebecq, hein. Exactement, Houellebecq, lui, de manière plus romancée, alors d'accord. Mais je me suis dit, allez, inventons une... Et puis j'appelle ça une cacatopie en plus. Bon, ça n'a rien à voir avec le caca, ça a rien à voir avec le chaos, c'est un terme qui existe réellement. J'ai été étonné. Mais c'est un autre terme pour dystopie. Mais par contre, il y a de l'humour. Et en plus, parce que franchement, quand j'avais lu 1984 de George Orwell, je crois que j'étais proche de la dépression à la fin, parce que franchement, ça se termine, il n'y a plus d'espoir du tout. Non, mais alors, carrément, mais alors, c'est la totale. Et là, je me suis dit, non, moi, je suis un être positif, donc, on va toucher le fond, mais après, on remonte. J'esquisse une piste possible, inspirée un peu par le Waldgänger de Ernst Jünger. Ernst Jünger avait écrit un bouquin où il montrait comment peut-être on pouvait résister en tant qu'individu lorsque le totalitarisme s'empare d'une société, et il parlait de la forêt et du refuge dans la forêt, etc., etc. Donc, moi, j'ai dit, bon, alors on va carrément se mettre ça dans la jungle africaine avec les animaux. Voilà. C'est le recours à la forêt de Junger, en effet. Mais simplement, est-ce que votre fréquentation du personnel politique suisse, hein, français, parce que c'est souvent similaire, hein, mais aussi journalistique, enfin bref, de la ménagerie politico-journalistique, a nourri précisément cette fable animalière? Ah, mais absolument. Donc là, je veux dire, j'ai choisi les animaux en fonction même de certains que j'avais connus dans ce cinéma politique. Évidemment, oui. Il y a toute l'équipe. Il y a Soros, il y est. Hein. Il s'appelle, je crois, Soroptimiste ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment le nom que je lui donne. Et puis, il y a évidemment Klaus Schwab. C'est les buveurs d'âme du Mont Kibo qui vont essayer de greffer sur un monde par définition relatif. C'est ça, c'est la jungle avec ses lois. On peut les trouver parfaites ou pas, mais c'est comme ça. Et eux, ils vont... C'est basé sur c'est Heidegger qui, le premier, avait formulé ça avec son Gestell. Il parlait du Gestell, c'est une sorte de structure de perfection, une ingénierie sociale soi-disant parfaite qu'on va greffer sur un monde imparfait. Et ça ne peut pas jouer, ça finit toujours mal. Parce que le monde, il est comme il est, mais on ne peut pas dire... C'est bien sûr parce qu'on a tué Dieu. Nietzsche l'annonce autour du milieu du 19e siècle. Et puis ensuite, il pose la question essentielle. Il dit, faut-il pas que nous prenions la place de Dieu pour compenser cette perte? Ouais, alors c'est ce qu'ils font, Klaus Schwab et consorts. C'est les nouveaux dieux de cette ingénierie parfaite. Mais ça reste des êtres humains faillibles. Et j'ai essayé d'exprimer la relativité et la fragilité de la vie, parce que les 4 animaux qui vont ensuite essayer de sauver leur âme d'abord pour pouvoir essayer de faire quelque chose, ils sont les 4 handicapés. Donc, il y a un qui est borgne, myope, il lui manque une patte, et le troisième, il n'a pas de défense, l'éléphant tremblant. Donc c'est cette imperfection d'ailleurs qui va leur permettre paradoxalement de vaincre la perfection. Parce que le système parfait, il est fait pour combattre un ennemi parfait. Et quand il a affaire à un ennemi qu'en fait il sous-estime et puis qui finalement va utiliser ses faiblesses comme des forces. Et c'est notre seule chance face à la déshumanisation que représente automatiquement cette ingénierie qu'on essaye de nous inculquer, de nous greffer sur le... Il suffit de lire le bouquin de Klaus Schwab, The Great Reset. Ici, ça s'appelle La Grande Recette.
grande réinitialisation. Et vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Ouais, on a déjà entendu ça, c'est bon, on a compris. Donc c'est l'attaque la propriété privée, c'est l'attaque la liberté des individus de décider pour eux-mêmes. Moi je suis un convaincu du principe vivre et laisser vivre. Et ces gens-là, non, c'est l'éducation des masses. On sait, nous, ce qui est bon pour vous, on sait comment vous allez pouvoir être heureux, nous allons vous rendre heureux. C'est plus Aldous Huxley, Klaus Schwab, c'est plus Aldous Huxley que George Orwell. C'est plutôt une sorte de totalitarisme doux qui est déjà préfiguré chez Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, quand il dit que la démocratie court le risque de basculer dans une sorte de totalitarisme doux. Pourquoi ? Parce que les citoyens vont toujours privilégier l'égalité avant la liberté. Et un peu à peu, la liberté disparaît. Oscar Freisinger ou Tocqueville parle même, je crois même, de monstres doux. Dites le mont Kibo. Alors dans Animalia, il est en Afrique, mais le mont Kibo, dans la vérité, il est chez vous. Il est en Suisse. C'est les montagnes de Davos. Oui, c'est le volcan qu'il faut rallumer. Donc il y a pas mal de symbolique. Vous avez l'arbre de vie qui est desséché dès le moment où l'ingénierie s'installe. Il est sec. Et c'est dans le capoquier, là, cet arbre sec, qu'on va inscrire tout ce qui se passe, tout ce que les vautours et les hyènes surveillent et regardent. Donc il y a une sorte de contrôle total des animaux de la jungle. Et finalement, cet arbre, il va partir en flammes et puis le volcan, c'est le principe de vie même, c'est cette éruption des forces chthoniques, la base même de l'existence sur Terre, qui va tout faire éclater sur la fin. Mais voilà un peu l'idée. Il y a pas mal de symbolique. Pardon ? C'est même, si vous permettez, Oscar Freisinger, c'est en gros, moi je trouve, Animalia, c'est un double monstrueux de notre monde. C'est un décalque monstrueux, farcesque, parce que c'est tellement grotesque. Liselott évoquait la question de la décadence, mais en réalité, vos deux chapitres, le livre s'articule autour d'une autre thématique, mais qui est décadente, c'est la dégénérescence, qui est un motif qui est interdit depuis presque un siècle à cause des expositions d'art dégénéré. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes interdits. C'est l'art dégénéré qui triomphe. Et après, la régénérescence, c'est là en effet où il y a une lueur de... Mais cette dégénérescence, ça n'est jamais qu'une copie de déformée, un miroir déformant de notre monde. Absolument. Et je me suis basé sur une phrase de Dürrenmatt, un auteur suisse bien connu. Il a fait le retour de la vieille dame, la visite de la vieille dame. Voilà, donc le juge et son bourreau. Donc c'est un auteur très connu en Suisse, qui a, en tout cas dans le monde germanique, même en Allemagne, il est très très connu. Et il a une fois dit la chose suivante: une histoire est vraiment terminée lorsqu'elle a trouvé la pire fin possible. Et quelle est la pire fin possible que puisse trouver une histoire ? C'est de basculer dans le grotesque. C'est d'ailleurs pour cette raison que la couverture du bouquin, c'est du Walt Disney. En fait, j'ai essayé de faire une sorte de Walt Disney politiquement incorrect. Donc, au lieu de transformer la petite sirène en petite sirène africaine, je vais dans le sens inverse. Donc, je dénonce justement les dérives du wokisme, avec ces araignées qui tissent le fil du temps, qui tissent l'histoire, etc. Mais la pire fin possible que puisse prendre une civilisation, c'est de basculer dans le grotesque. Un exemple, Néron, Caligula, par exemple, si on prend. Et nous, actuellement, regardez bien le personnel politique. Alors, en Allemagne, moi, je suis effaré par le manque d'intelligence, le quotient intellectuel réduit de cette Annalena Baerbock. Pour moi, c'est ahurissant. Elle n'arrive pas à aligner deux mots sans faire dire une énormité, sans se planter lamentablement. Habeck et tout ça, le gouvernement allemand. Puis vous avez les pendants en France qui sont pas tellement plus glorieux. Donc Valérie Ayer n'est pas mieux. Non mais c'est Prisca Thévenot, la porte-parole. Et puis le ministre des Affaires étrangères. Là, le ministre, là, comment il s'appelle, Séné, je ne sais plus trop quoi. Oui. Séjourné. Ah ouais, alors lui aussi est très fort. Donc c'est ahurissant, l'absence de culture. Le manque d'âme, c'est justement le Mont Kibo, les buveurs d'âme du Mont Kibo, c'est ce pouvoir qui nous vide de notre âme. Parce que finalement, l'homme est fait d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Il y a les trois. Et je reviens à la phrase de Camus dans Le Premier Homme, quand il fait dire à son père qu'il voit les deux Félagas être torturés par l'armée française, et qui dit « un homme, ça s'empêche ». Ça, c'est la phrase qui a marqué toute ma vie. Un homme, ça s'empêche. Mais ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment avoir le courage de dire non, non, je ne fais pas ça, parce que c'est indigne de moi. Je salis mon âme si je fais ça. Mais pour ça, il faut présupposer avoir une âme. Vous ne pouvez pas salir ce qui n'existe pas. Alors évidemment, vu que l'âme, ça ne se contrôle pas, ça ne se touche pas, c'est l'être même. Notre essence fondamentale, on ne peut pas le prouver scientifiquement, mais c'est là. Et c'est ce qui empêche, justement, c'est ce qui va m'empêcher de permettre à mon cerveau d'imaginer des scénarios comme Reinhard Heydrich en 1942 à la conférence de Wannsee qui imagine la solution finale. Ah, c'est un type intelligent, Heydrich, hein, faut pas dire. Le quotient intellectuel, ce bonhomme était en haut, je pense, à 140. Mais regardez ce qu'il a imaginé avec. Pourquoi ? Parce qu'il manque ce gardien intérieur qui lui dit non. Ça, tu peux pas, va pas au-delà de là. Il y a une limite. Et cette limite, une fois qu'elle est franchie, ça donne l'animalia. Donc, c'est le grand n'importe quoi. Voilà. De la conscience, hein, cette limite. Hein. Un homme, ça se contraint, ça se réfrène. Vous évoquiez la couverture et Walt Disney. Je pense pas que vous l'ayez vu. Il y a une production Pixar Walt Disney qui est très bien faite, hein, du reste formidable. C'est Zootopie. Je vous la recommande puisque Animalia est l'antidote de Zootopie. Parce que c'est quoi Zootopie ? C'est un monde dominé par les animaux où les lapins crétins deviennent des policiers, où les prédateurs ont les incisives élimées, où les ronces, comme dans Animalia. Comme dans Animalia, oui. Les ronces n'ont pas de piquant, sauf que dans Zootopie, évidemment, c'est une prescription woke, hein, et chez vous, c'est une dénonciation du wokisme. Résumé dans une phrase que j'étais assez fier de cette phrase, on a remplacé la loi du plus fort par la loi du plus mort. Ouais, ça. Il y a plein de formules comme ça dans le bouquin. Un pour tous, tous qui tous. Enfin, il y a plein de formules. Oui, non, mais je me suis amusé comme un fou, je dois avouer. J'ai laissé aller ma plume. D'ailleurs, c'est vous qui m'aviez dit dans votre premier commentaire, ça semble être quoi, La Fontaine qui a fumé du crack ou quelque chose comme ça. Oui, c'est du La Fontaine sous acide. Hein. C'est la rencontre des Sex Pistols et des grands fabulistes classiques, Ésope. À propos des fabulistes, hein, Ésope, La Fontaine, ça permet des mises en abîme. Moi, je pense aussi de l'être persane. Hein, oui, parce que absolument, oui. Décalé nous permet de dire la vérité crue de notre monde. Hein. Oui. Ouais, parce que sinon on risque tout de suite la censure. Alors que là, c'est plus difficile. D'ailleurs, j'ai été très prudent. J'ai dit toute ressemblance avec des animaux existants ou ayant existé est fortuite et le plus au fruit du hasard. Tu parles. Hein. On ne pense qu'à ça. Donc je suis protégé, pas que tout à coup les lions d'Afrique déposent plainte contre moi. Donc non, mais là ça va. Vous parlez de la nécessité de retrouver une âme. Est-ce que aujourd'hui, finalement, si nous en sommes là, c'est pas parce que la technique a triomphé sur le spirituel ? Oui. Il y a un essai de C.S. Lewis qui s'appelle The Abolition of Man, où il traite de ça et il dit plus nous pensons contrôler la nature par la machine, par la technique, plus nous en devenons l'esclave. Et c'est exactement ce que... il y a d'autres qui le dénoncent, Heidegger, entre autres, et il y a d'autres philosophes. Et on est vraiment dans un monde qui commence à être complètement désanimé parce que les gens... En fait, ils ne se parlent plus. À l'arrière, sur la même table, ils vont s'envoyer un SMS plutôt que de se parler directement. Non, mais c'est ahurissant. On essaye de... Ensuite, tous ces phénomènes que je dénonce aussi, le transhumanisme, par exemple. Il y a un exemple là, pour montrer... En fait, nous créons des monstres. Le monstre de Frankenstein n'était qu'une forme très, très, très primitive du principe. Parce qu'on ne supporte... Quel est le problème, au fond ? C'est qu'on ne supporte pas ces gens qui sont les hommes-dieux, là. Ils ne supportent pas leur finitude. Ils ne supportent pas qu'ils vont mourir. C'est ce que j'allais dire. Il y a une certaine honte, finalement, de notre nature humaine. Et d'ailleurs, dans les premières pages du livre, on a une assemblée animale qui est très comique. Et alors, chaque espèce propose des révolutions. Et à chaque fois, systématiquement, c'est celle qu'elle incarne le moins. On a un gorille qui est très bienveillant et empathique. Un lion donc, qui se fait entretenir par les lionnes qui chassent, qui lui va proposer l'égalité entre les mâles et les femelles. Est-ce que, finalement, il ne faudrait pas reconnecter avec ce que l'homme est profondément et écouter ces si bas instincts qui pourraient peut-être nous sauver finalement et qui sont peut-être sages. C'est terrible. J'ai passé une fois à la télévision suisse-allemande il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 ans, et j'ai osé affirmer que j'ai dit aux journalistes et aux gens qui étaient autour de la table, mais attendez, excusez-moi, mais il y a des hommes et des femmes, et puis ça donne des enfants. Et le gars, il m'a dit, mais comment osez-vous dire cela ? Je dis, je décris juste la réalité des choses. Et puis, c'est toujours en plus les mêmes qui tombent enceintes.
apparemment, il y a quand même une logique, non? Alors, non, mais l'évidence devient... Non, mais c'est comme quand, je sais pas, Zemmour, il avait dit, par exemple, la réalité devient pénale. Quand Zemmour dit que la plupart des actes criminels en France sont commis par des gens issus d'immigration, etc., et il prend les statistiques de l'État français pour le prouver, il est condamné pour incitation à la haine. Parce que les lois, maintenant, sont des lois éducatives, c'est plus des lois... pour régler des problèmes réels, ça devient des lois floues, subjectives, qu'on peut ensuite adapter comme on veut. Par exemple, on peut, si un politique ne plaît pas, on va lui trouver un procès et on va le condamner. Mais sur la base de la même loi, on va absoudre celui qui est du bon camp. Et la loi, on lui fait dire n'importe quoi et ça devient la dictature des juges. On le constate maintenant. Regardez le procès de Trump. Moi, j'ai suivi un peu. Quand on voit les témoignages du véreux, là, de l'avocat et puis de la blonde, on se dit, mais c'est pas possible d'aller condamner quelqu'un sur la base de ça. Eh ben oui, parce que c'est Trump. Ça aurait été Biden, non? Pas de problème, il n'y aurait même pas eu de procès. Donc ça va pas, ça. Et c'est notre civilisation actuelle. C'est du grand guignolesque, c'est le grotesque. Et c'est la pire fin que puisse prendre une civilisation. C'est de basculer dans le grotesque le plus absolu. Donc, alors moi, il me reste quoi comme arme? Le rire. Me dire, sinon je pleure. Alors, autant rire, c'est moins fatigant. François Bousquet, une question et ensuite on passera au bulletin d'information. Ouais, je rebondis une remarque sur ce que disait Oscar Freisinger. Je ne sais pas si vous vous rappelez le mot de Marx sur le 18 Brumaire, c'est qu'il dit que l'histoire recommence deux fois, une première fois en tragédie, une seconde fois en farce. Moi j'ai pris l'habitude de dire qu'elle recommence pour nous une troisième fois en farce et attrape. Oui, c'est pas mal. En farce et attrape, c'est pas mal. Ouais, ça pourrait être dans le bouquin. Ça. On reprend dans quelques instants, messieurs, et tout de suite on passe au bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Il est presque 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Je me tourne à nouveau vers vous, Oscar Freisinger. Je parlais de cette assemblée qui a lieu donc dans les premières pages du livre, avec ces animaux qui proposent tout un tas de réformes. Alors le parallèle est très amusant puisque bien évidemment ça fait référence à des questions que l'on nous matraque, nous, à longueur de journée dans la vie politique française, j'imagine suisse aussi. Mais tous ces animaux, ils partent quand même d'un bon sentiment. Alors, ils ne perçoivent pas forcément le comique qu'il y a entre ce qu'ils incarnent et ce qu'ils proposent, mais on a quand même l'impression que ça part d'un bon sentiment. Est-ce que vous pensez que nos hommes politiques sont sincèrement convaincus du bien fondé de leurs actions, de leurs propositions? Je crois que certains sont assez idiots pour ça, oui. Certains, pas tous. Alors, il y a les cyniques, il y a un peu de tout. Hein. Moi, j'ai vu cette ménagerie, j'étais 20 ans là-dedans, j'étais au Parlement suisse pendant 12 ans. Ces gens qui, en fait, touchent de l'argent par des lobbies, etc., qui interviennent dans les commissions uniquement quand ça touche, et le lobby leur prépare en plus le travail, donc ils n'ont même pas besoin de travailler. Donc, il y a avec l'entête de Novartis, j'en ai vu, j'ai un voisin qui travaillait pour la pharma, il intervenait que pour la pharma de Bâle. Ah, ça fout en l'air le système. Mais ils sont convaincus quand même, quelque part, d'être des honnêtes hommes. Et puis, vous savez, dès le moment où on a décrété qu'on était au-delà du bien et du mal, comment voulez-vous que quelqu'un développe mauvaise conscience? Il est au-delà du bien et du mal. Donc, tout devient possible. Et Nietzsche est le philosophe qui a effectivement dénoncé... Enfin, il n'était pas tellement... réjoui de la mort de Dieu. Il disait, je préfère finalement encore un croyant honnête que ces tartuffes qui commencent à sortir de partout. Et là, alors, on est vraiment dans le monde des tartuffes. François Bousquet. Oui, c'est quasiment une religion. Vous évoquiez là les hommes politiques en France, et en tout cas, il y en a une qui manifestement croit religieusement à ce monde-là, et on pense à elle tout au long de Animalia. C'est Sardine Ruisseau, alias... on a l'impression que c'est le journal intime. On a l'impression qu'Animalia, c'est le journal intime, moi je trouve, de Sardine Ruisseau. Ouais, donc il y en a qui y croient, malheureusement, parce que c'est presque de la religion. Oui, il faudrait noyer le poisson, mais... c'est difficile. Donc, voilà. Elle nage avec le courant. Non, mais c'est affligeant. Moi, je dois avouer que j'avais, au départ, je dois dire, je répète, j'avais une colère. Je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas en être arrivé là. Non, mais c'était surtout ce confinement, les masques, ces histoires et puis Pfizer derrière qui veut se faire des milliards avec ses vaccins et tout le système. Et c'était tellement évident. Et je constate qu'on retrouve toujours la proportion de l'expérience de 1000 grammes, c'est environ à 1/3, 2/3.
Il y a 2 tiers de moutons, puis il y a 1 tiers de gens qui... Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qui que votre réagissent. colère, elle est partagée par beaucoup, mais il y en a peu qui sautent le pas Ouais. de protester contre ce qu'on leur impose finalement. Bah, je pense que c'est un tiers. Si je prends les votations, hein, et j'ai une assez grande expérience là-dedans, vous avez 1 tiers sont affirmés dans une sorte de résistance, ils s'affirment. Il y a 1 tiers de je m'en foutiste au milieu, les indifférents, qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, et puis il y a 1 tiers de moutons. Et les moutons ne supportent pas qu'on bêle pas avec eux. Et ça se joue là. Ça se joue pour le milieu là, qui arrive à essayer de... Quand les indifférents commencent quand même à avoir mal au porte-monnaie, généralement, ils agissent quand même. Donc, mais il faut presque que ce soit midi moins 5 pour qu'ils bougent en fait leur cul, parce que c'est incroyable. Mais c'est ça l'enjeu. Mais il y a toujours qu'un tiers de gens capables de tenir une position, de dire non. Je me souviens... J'ai admiré ma fille ce jour-là, elle était à l'université de Lausanne. Bon, c'est un repère de gauchistes, comme toutes les universités à peu près, là, de nos jours. Et il y avait un collectif de requérants qui avait occupé l'église de Lausanne. Et puis, on vient là à l'université, pendant un cours, avec une pétition pour soutenir le collectif des requérants. Et elle a été la seule à refuser de signer. Alors, on l'a traité évidemment de tous les noms d'oiseaux, mais elle a dit, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que nous sommes ici à l'université. Ce n'est pas le lieu où on fait de la politique politicienne, point. C'est un lieu de savoir. Je ne vais pas signer ça. Vous pouvez faire signer ça quand vous voulez dans un bistrot ou n'importe où, mais pas ici. Et je pose un acte de résistance. Je dis non. Waouh. Et quand on connaît ma fille, qui est une personne très douce, très sensible, non mais j'aurais jamais cru qu'elle allait avoir cette force-là. Alors là, j'admire. D'oser aller contre le courant, d'oser dire non, d'oser faire de l'anti-Disney ou Netflix, quoi. Je me suis amusé à faire. Vous pensez que plus l'on s'enfonce, et justement plus le peuple pourrait se réveiller, finalement, il faut peut-être passer par cette phase de quasi non-retour pour espérer un sursaut. D'ailleurs, dans le bouquin, il touche le fond. Ouais. Et si nous ne sommes pas encore au fond, nous n'avons pas encore touché le fond, mais quand on touchera le fond, il faudra bien trouver une voie pour reconstruire quelque chose. Vous ne pensez pas que ça pourrait Ouais, mais nous être dans le fatal livre, dans le livre, vous la trouvez la voie. Oui. Parce que le livre s'équilibre, hein, vous l'avez dit, c'est pas noir comme Orwell, Non. je veux dire, crépusculaire comme Orwell, il y a une aube. Hein. L'aube, c'est pour moi la régénérescence. Hein. Oui, parce que Vous y croyez. je crois à l'être humain quand même. Ouais. Je crois à D'ailleurs, pourquoi est-ce que je crois à l'être humain ? Parce qu'il est idiot que lorsqu'il est en masse. Quand il est seul, il est intelligent. Si vous avez affaire à un individu seul, vous pouvez discuter. Et même s'il n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études, vous pouvez parler avec lui et il peut être ouvert à des arguments. Mais lorsque l'être humain se met en masse, alors le quotient intellectuel, il est inversement proportionnel au nombre de gens présents. Hein. C'est ahuri. Brassens avait dit dans une chanson, là, la bande de cons, là. C'est exactement ça, c'est ce principe-là. Et pourtant, l'homme est fait pour vivre en groupe aussi. Donc, est-ce qu'on réussira à faire appel à cette intelligence individuelle ? Mais on est fait pour être dans un groupe, comment vous dire, avec lequel on a pu développer des relations en profondeur. La famille, d'abord, moi j'y crois, la famille. J'ai la chance d'avoir une famille très harmonieuse où il y a de l'entraide, c'est ce que devrait être la famille. Mais je connais aussi des familles où ça dysfonctionne, évidemment. Puis alors maintenant, il y a les familles recomposées, mais ça peut aussi fonctionner, même sous sa forme recomposée. Mais c'est quand même toujours, je veux dire, la scène essentielle de tout cela, c'est le petit prince avec le renard, qui s'approche tous les jours et qui va dompter le renard, et ensuite le renard n'est plus n'importe quel renard. Vous êtes dans une grande manifestation sur les Champs-Élysées, vous n'avez pas dompté de renard, là. Il n'y a que des moutons. Hein. Donc, ils suivent un courant, et puis ça gueule, et ça hurle des slogans. Et puis, moi, à un moment donné, je faisais des discours. C'est facile de convaincre une foule. Et presque des fois, je me disais, mais je me sentais presque mal à l'aise, parce que je maîtrisais bien cet instrument-là. Mais on s'inquiète presque, parce que je dis, mais je pourrais presque manipuler cette foule à faire des choses complètement folles. C'est un pouvoir que je n'ai pas envie d'avoir. J'ai jamais été un homme de pouvoir. D'ailleurs, c'est pour cette raison que finalement, le pouvoir, il sert que ceux qui le veulent le plus. Hein, ça, c'est garanti. Donc, mais ces structures d'amis, des gens proches avec qui on a vécu des choses, où on s'engage complètement. Là, on est dans une société, je suis lié aux gens électroniquement, c'est fantastique les réseaux sociaux, mais je peux cliquer, le type il disparaît. Ah ouais, c'est fabuleux alors. Ça n'engage à rien. Il n'y a plus d'aucun engagement de profondeur. Et avec le contrôle en plus que ça permet à l'État, il faut revenir aux cellules d'origine, aux cellules fondamentales, à la terre, à l'enracinement.
Et je crois que c'est la seule chose qui pourra nous sauver en tant que civilisation. Et ça a été la base de notre civilisation. Mais c'est peut-être aussi pour ça que nos gouvernements s'attaquent autant à la famille, par exemple, et dans le sens traditionnel dans lequel on l'entend François. Bon, puis alors, leurs intentions sont toujours... quand on voit actuellement toutes ces histoires de changement de sexe, transsexualité, les drag queens, etc., le but, c'est d'arriver à un certain moment à dépénaliser la pédocriminalité. Parce que je cherche toujours quelle est l'intention cachée là derrière. Il y a une intention cachée, elle est claire. Et quand on voit les Verts, Cohn-Bendit et consorts dans les années déjà 70 par là autour, ils prônaient déjà ça, il faut libérer l'enfant. Ouais, d'accord, c'est bon, on a compris. Il y a aussi une pudeur à avoir, il y a aussi sa sexualité, il faut quand même essayer de la maîtriser, de lui donner un cadre qui soit viable. C'est pas le grand n'importe quoi. D'ailleurs, la fameuse scène, là partout, ce que je décris là, c'est du grand n'importe quoi. Mais on arrive à ça, il n'y a plus que cette sexualisation extrême des individus. Et là, on sexualise fort les enfants artificiellement. On a des pénis en peluche à la maternelle. Non, mais c'est quoi ce truc? Oui, je suis effaré. Quoi. Même quand on... C'est peut-être notre force pour, face à la dégénérescence, de pouvoir opposer une régénérescence. C'est que là, on touche vraiment aux vérités élémentaires de l'être humain. On touche à l'absurde, au fantasmatique. Et vous opposez le fantastique au fantasmatique. Si vous me permettez, Liselotte, non seulement il y a Animalia que vous sortez chez votre nouvelle éditrice, mais vous sortez également un autre texte que je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Je vais le lire, c'est L'oreille aveugle. Mais également, vous rééditez dans le même volume Le nez dans le soleil. Que j'avais lu, qui est une réédition, et que je recommande à nos auditeurs, parce que je l'avais lu il y a quelques années, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, quand vous l'aviez sorti une première fois. Et c'est un livre qui a quelque chose d'un livre de Giono, je trouve. En termes de richesse, je pense bien sûr à L'homme qui plantait des âmes, c'est le nez. L'histoire de votre grand-père, qui était un homme qui porte le plus beau des prénoms, mais aussi le plus beau des noms. C'est pour ça que je voudrais insister là-dessus. Il s'appelle Vital, magnifique nom, Vital, et il s'appelle Héritier. Et le personnage de Giono, c'est Elzéar Bouffier, aussi, qui était un magnifique nom, bien sûr. Et c'est un personnage malheureux, votre grand-père, puisque si malheureux qu'il va tenter 3 fois de se suicider, et par 3 fois, il va échouer. Et un jour, il se promène dans le Valais, je crois, il trébuche sur une pierre et il tombe nez à nez avec la plus mal aimée des plantes, qui est le pissenlit. On passe notre temps, nous, en province, à arracher le pissenlit dans nos jardins. Et il a une révélation quasi franciscaine. Et cette dimension franciscaine, elle traverse votre œuvre, je trouve, vraiment. Vous êtes vraiment un écolo. Oui, je le suis, oui. Il consacre le reste de son temps à réensemencer le pays valaisan. Et ça me fait penser à une phrase de Chesterton, après j'en ai fini, mais qui résume bien, je trouve, Animalia, et aussi Le nez dans le soleil. Chesterton disait, quand on jette une graine, il se produit une explosion si forte qu'il en sort un arbre. Je trouve qu'Animalia, stylistiquement, c'est ça, que Le nez dans le soleil, c'est ça. Donc ça, c'est pour les éloges. Mais je voulais dire un petit mot sur Le nez dans le soleil, moi qui m'avait ébloui il y a une dizaine d'années quand je l'avais lu. Justement, ce texte n'avait pas du tout été diffusé en France, parce que j'avais un petit éditeur régional, un imprimeur en Valais, et ça n'avait pas dépassé les limites du Valais, sauf si j'avais quelques connaissances comme François Bousquet, qui ont peut-être eu le livre en main, mais sinon en France, aucune distribution. Et lorsque l'éditrice, elle l'a lu, elle a dit, mais moi, ça m'a fait les frissons et j'avais les larmes aux yeux, c'est tellement beau. Est-ce qu'on a un problème de droit d'auteur? Il n'y a pas de problème de droit d'auteur, je fais ce que je veux avec mes textes, il n'y a pas de problème. L'éditeur, là, et on avait fait 6 éditions en Valais. Donc, et il n'y a jamais eu de publicité pour ce texte, c'était juste le bouche à oreille. Et alors, il y a un jour, je racontais par rapport au nez dans le soleil, je suis obligé de vous raconter une scène. Un jour que j'inaugurais, j'étais conseiller d'État, donc ministre chez moi, là, j'inaugurais un EMS, un home pour personnes âgées. Je vois une femme qui me vise d'un regard torve, qui me saute dessus. Elle m'arrive dessus, j'ai dit, ça y est, j'ai droit à la femme libérée, socialiste. Je suis bon, là. Je vais passer à la casserole. Elle arrive, elle me fixe droit dans les yeux, elle me dit, comment un con comme vous a pu écrire un texte aussi génial, faut m'expliquer. Mais je dis, mais attendez, je comprends pas. Ouais, toute votre politique, c'est de la merde, mais là, c'est extraordinaire, j'en ai encore les frissons, c'est un texte génial, mais comment un idiot comme vous... Je dis, mais vous avez rien compris, toute ma politique,
ça correspond à ce texte. L'enracinement, l'amour de la nature. Mais je ne vois pas en quoi ma politique contredit cela. C'est plutôt vous avec vos grandes masses prolétaires. Ouais, bon, là maintenant, c'est plus ça. Maintenant, ils sont dans le... Bon, maintenant, c'est LGBT. Bon, ils ont remplacé les masses prolétaires par LGBT. Mais dans le temps, c'était les masses prolétaires. Les communistes russes n'aimaient pas les paysans. C'était le kulak. Le mot kulak était devenu une insulte. L'homme lié à sa terre, c'est un homme libre. On ne veut pas d'hommes libres. On veut des gens qui sont corvéables. On veut des gens qui soient prisonniers dans un système. Donc, il fallait les masses populaires. C'était plutôt ça qui les intéressait. Et donc, je suis, moi, beaucoup plus proche par ma politique de ce texte que vous avec vos thèses socialistes. Non mais quel manque de compréhension. Mais c'est ça m'est resté parce que vraiment, elle me l'a dit comme je vous le dis là. Donc tu sais que t'es là, oups, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'était quelque part, je trouve que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait, sans vouloir le faire, mais qu'on m'ait fait, parce que quand c'est quelqu'un comme ça qui vous dit, j'ai trouvé le texte génial. Là, vous êtes sûr que c'est pas de la flagornerie. Oui, ça montre bien le pouvoir que peuvent avoir les mots et puis vos livres en l'occurrence. Il nous reste 2 minutes. J'ai une question un peu osée probablement. Vous avez été dans la politique, Oscar Freisinger. Si vous deviez être un animal, lequel serait-il? L'éléphant. L'éléphant parce qu'il a une excellente mémoire. C'est cette force tranquille. Oui, l'éléphant, parce que c'est Ganesha en plus. Oui, il y a tout ça, mais... Cette notion de mémoire et de force tranquille, aujourd'hui on est pris par le rythme des élections, tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi prendre de la hauteur et se rappeler que par exemple la civilisation, c'est des milliers d'années, c'est des grandes décisions qui peuvent s'enchaîner, mais considérer le temps long? Oui, on est dans une accélération et je crois que le meilleur exemple de cela et de la dérive actuelle au niveau de la notion de temps, si vous prenez l'OTAN et les Russes, les Russes, c'est Kutuzov 1812. Ils sont cons, ces Américains. Il suffisait de lire Guerre et paix de Tolstoï pour savoir comment fonctionnent les Russes. Kutuzov qui dit, attendez les gars, nous avons l'espace et le temps, ne précipitons rien. On ne va pas livrer bataille une dernière fois devant Moscou pour sauver la ville, on va sacrifier la ville pour sauver l'armée. Et tous les généraux votent contre. Et c'est Kutuzov qui avait raison. Nous avons le temps et l'espace. Nous avons la patience, le temps, l'espace. Et c'est grand. Et ça se rejoue face à une équipe qui, elle, envoie des missiles à gauche et à droite. Faut-il bombarder ou pas? Jusqu'à coup. Et puis ensuite, c'est totalement médiatique. C'est dans l'instant présent. Il n'y a aucune construction d'une stratégie sur la durée. Aucun plan B. C'est complètement idiot. Mais c'est qui? C'est pas des stratèges, ça. C'est des enfants de cœur. Donc, non, mais ils ne vont pas gagner cette guerre. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas gagner une guerre comme ça. Oui, ils sont en train de la perdre. Hein. Ah voilà, c'est certain. Si vous me permettez de compléter pour la question de Liselotte sur votre animal fétiche, hein, moi j'aurais dit un animal qui prend son temps. Exactement. Eh bien, c'est votre narrateur. Hein. C'est un paresseux. C'est un paresseux, j'aurais dit de paresseux, même si votre tempérament, c'est ça le problème. Je peux pas dire que je suis trop volcanique. Je suis pas le paresseux. Donc, l'éléphant, lui, il y va quand même. Le paresseux... ici, il y a une partie en moi qui est quand même de l'ordre du paresseux. Ma femme me dit toujours, Laurel, elle formule ça de la manière suivante, quand elle me parle et qu'évidemment je ne l'écoute pas parce que je suis dans les sphères, elle me dit, t'es un autiste. Oui, bon, on peut dire ça comme ça, mais enfin, j'ai toujours vécu... Vous êtes un paresseux dynamique. Voilà. Mais déjà, enfant, j'étais dans 2 mondes. Je vivais dans ce monde de l'imaginaire, mais très tôt, ça m'a fasciné. J'étais un lecteur énorme. Je lisais tout ce qui venait sous les mains, parce qu'on n'avait pas encore le Natel, etc. Et puis, de revenir dans la réalité, c'était toujours une douleur, parce que la réalité, évidemment, elle m'emmerde. Et puis, l'autre monde, là, tout devient possible. C'est merveilleux, donc, le monde des lettres. On invite les auditeurs à se plonger dans ce monde que vous propose donc Oscar Freisinger dans son livre Animalia, plongé dans le monde moderne qui prend la forme d'une jungle. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été parmi nous. Merci François Bousquet. Merci François. Merci Oscar Freisinger. Et puis, à très bientôt pour parler, pourquoi pas, de vos autres ouvrages.